Michel Larocque brise un silence que la France croyait définitif. Après des années à ne jamais évoquer sa vie privée, elle confirme enfin la nature de sa relation passée avec François Baroin, sans accusation, sans colère, simplement une vérité dite trop tard. Et c'est précisément ce calme qui trouble, car pour comprendre ce long silence, il faut revenir à l'instant où leurs chemins se sont croisés. Michel Larocque naît à Paris, le 8 juin 1960. Dès l'enfance, elle grandit dans un univers artistique, entouré de voix, de textes, de gestes observés en silence. Elle apprend très tôt à regarder avant de parler, à ressentir avant de montrer. Cette sensibilité discrète deviendra sa ligne de conduite, bien avant la célébrité. Quand elle entre dans le monde du cinéma et du théâtre au début des années 1990, elle ne cherche pas la lumière à tout prix. Elle s'impose par une intelligence calme, une présence naturelle, un humour qui désarme sans jamais exposer. Le public la découvre comme une femme libre, vive, accessible. Mais derrière cette image souriante, Michel Larocque conserve une frontière nette entre ce qu'elle donne et ce qu'elle protège. À cette époque, la France célèbre les personnalités qui savent se raconter. Elle, au contraire, choisit la retenue. Elle joue. Elle crée. Elle observe. Sur scène comme à l'écran, elle maîtrise l'art du décalage, de la distance juste. Dans la vie, c'est la même chose. Elle ne confond jamais reconnaissance publique et abandon de soi. Son parcours se construit loin du pouvoir. Le monde politique lui est étranger. Trop bruyant. Trop stratégique. Trop exposé. Elle appartient à un autre rythme. Celui des répétitions, des silences en coulisses, des regards échangés plutôt que des déclarations. Là où d'autres cherchent à être vus, elle préfère être comprise. Cette différence forge sa force autant que sa vulnérabilité. Michel Larocque avance seule, sans clan, sans système. Elle refuse de devenir une figure instrumentalisée. Elle ne parle pas de ses amours. Elle ne commente pas ses absences. Elle laisse les zones floues intactes. Non par peur, mais par conviction intime que tout n'a pas vocation à être partagé. Son image publique se construit ainsi sur un paradoxe subtil. Elle est partout, mais jamais livrée. Présente, mais insaisissable. Le public rit avec elle, s'attache à elle, sans jamais vraiment entrer dans son intimité. Cette distance devient sa signature. Une élégance presque ancienne. Une forme de résistance douce à l'époque de l'exposition permanente. Avant le pouvoir, Michel Larocque est déjà une femme qui choisit. Elle choisit ce qu'elle montre, ce qu'elle tait, et surtout, ce qu'elle refuse de sacrifier pour exister. Elle n'imagine pas encore que cette frontière, patiemment construite, sera un jour mise à l'épreuve par un monde où aimer peut devenir un risque, et se taire, une nécessité. Car parfois, ce que l'on protège le plus devient précisément ce que le pouvoir cherche à effacer. François Baroin naît le 22 juin 1965. Très tôt, il comprend que le pouvoir n'est pas un décor, mais une mécanique. Là où certains cherchent la reconnaissance, lui apprend le contrôle. Le droit devient son premier langage. La politique, son terrain naturel. Il entre dans la vie publique jeune, avec une assurance qui surprend. À une époque où beaucoup hésitent encore, lui avance déjà avec une stratégie claire. En 1995, il devient maire de Troyes. Un poste local, en apparence. En réalité, un laboratoire. Il y apprend à gérer, à trancher, à ne rien laisser au hasard. Chaque mot compte. Chaque image aussi. À la fin des années 1990, François Baroin s'impose comme l'un des visages montants de la droite française. Il parle peu de lui. Il laisse les autres parler à sa place. Son style est net, précis, sans débordement. Il ne cherche pas à séduire par l'émotion, mais par la maîtrise. Dans les couloirs du pouvoir, on dit de lui qu'il écoute beaucoup, qu'il note tout et qu'il n'oublie rien. Son rapport au monde est vertical. Il observe d'en haut, anticipe, ajuste. Là où d'autres se laissent porter par l'élan médiatique, lui construit sur la durée. Il sait que le pouvoir se conserve autant qu'il se conquiert. Cette lucidité forge son ascension. Elle forge aussi une distance. François Baroin n'expose pas sa vie privée. Il la compartimente. Il la protège comme on protège un point faible stratégique. Dans cet univers, l'intime devient un risque. L'attachement, une faille potentielle. Le silence, une arme. Il cultive une image solide, presque impénétrable. Costume sobre. Gestes mesurés. Discours cadré. Rien ne dépasse. Tout est pensé. Même l'absence. Face à ce monde, il y a ceux qui gravitent et ceux qui restent à l'extérieur. François Baroin appartient à la première catégorie. Il vit dans un rythme fait de réunions, de décisions, de rapports de force discrets.
Il avance sans se retourner. Le passé n'est qu'un socle. L'avenir, une projection permanente. Ce qui fascine autant que ce qui inquiète, chez lui, c'est cette capacité à dissocier. L'homme public et l'homme privé ne se rencontrent presque jamais. L'un domine. L'autre s'efface. Ce choix n'est pas accidentel. Il est constitutif de son identité politique. C'est dans cette logique que s'inscrit tout ce qui va suivre. Car lorsque l'on choisit le pouvoir comme axe central de sa vie, tout ce qui n'est pas aligné finit par devenir secondaire. Les sentiments, les liens, les silences partagés. Rien n'est brutal. Tout est progressif. Presque invisible. Et souvent, ceux qui s'approchent trop près de ce monde comprennent trop tard qu'ils ne pourront jamais y entrer sans s'y perdre. Quand leurs chemins se croisent, rien ne ressemble à un coup de foudre. Il n'y a pas de scène spectaculaire, pas de déclaration. Seulement une proximité progressive. Presque silencieuse. Michel Larocque n'entre pas dans la vie de François Baroin comme on entre dans une histoire d'amour. Elle y entre comme on s'approche d'un territoire inconnu, avec curiosité, prudence, lucidité. Le monde dans lequel il évolue n'est pas le sien. Tout y est codifié, calculé. Chaque présence a un sens. Chaque absence aussi. Elle le comprend vite. À ses côtés, elle découvre une autre temporalité. Des journées qui commencent tôt et finissent tard. Des silences lourds, chargés d'enjeux qu'on ne nomme jamais. Des décisions prises loin des regards, mais dont les conséquences s'étendent partout. Au début, il y a une forme d'équilibre. Elle apporte autre chose. Un regard extérieur. Une respiration. Une manière différente d'être au monde. Il apprécie cette distance qu'elle conserve. Elle n'exige rien. Elle ne réclame pas de place. Elle observe. Elle écoute. Elle comprend sans poser trop de questions. Cette discrétion devient une qualité précieuse dans un univers où tout peut être instrumentalisé. Michel n'apparaît pas dans les cérémonies. Elle n'accompagne pas les campagnes. Elle reste hors champ. Ce choix n'est pas imposé. Il est tacite. Elle sait que sa présence pourrait troubler une image soigneusement construite. Elle accepte cette position périphérique, convaincue que l'essentiel n'a pas besoin d'être visible. Mais à l'intérieur, quelque chose se déplace lentement. Elle entre en contact avec une réalité où l'affection doit composer avec la stratégie. Où l'intime est toujours subordonné à l'agenda. Elle apprend à attendre. À s'adapter. À ne pas interrompre. Les moments partagés sont rares, précieux, mais toujours conditionnés. Jamais spontanés. Jamais entièrement libres. Dans cet espace, le pouvoir n'est pas seulement une fonction. C'est une présence constante. Il envahit les conversations. Il impose son rythme. Il redéfinit les priorités. Sans violence. Sans éclat. Par simple gravité. François Baroin ne change pas. Il est fidèle à lui-même. C'est le cadre qui se resserre autour d'eux. Michel Larocque ne se plaint pas. Elle n'en fait pas un drame. Elle continue de travailler, de créer, de monter sur scène. Elle mène sa vie en parallèle. Mais cette coexistence devient asymétrique. Elle avance sur 2 lignes à la fois. Lui, sur une seule. Et cette ligne absorbe tout. Peu à peu, elle comprend qu'il n'y a pas de place intermédiaire. On est dedans ou dehors. Visible ou effacé. Elle choisit de rester à distance, pensant préserver l'équilibre. Mais le pouvoir n'aime pas les zones grises. Il exige des contours nets. Des rôles clairs. Et surtout, il tolère mal ce qui échappe à son contrôle. Dans cette relation, rien n'est bruyant. Rien n'est conflictuel. Tout se joue dans les non-dits. Dans les reports. Dans les absences justifiées. Michel ressent une présence qui s'éloigne sans partir. Une proximité qui existe sans se traduire. Elle n'est ni exclue, ni intégrée. Elle est tenue à l'écart avec élégance. C'est ainsi que l'on peut vivre au cœur du pouvoir sans jamais y appartenir. En restant visible pour celui qui décide, mais invisible pour le système. Et cette position, aussi douce qu'elle puisse paraître, est souvent la plus épuisante. La fracture ne survient pas d'un seul coup. Elle s'installe. Lentement. Sans bruit. Il n'y a pas de scène finale, pas de mot définitif. Seulement une série de déplacements presque imperceptibles. Des rendez-vous reportés. Des conversations écourtées. Des silences qui s'allongent. À mesure que le pouvoir gagne en intensité, la relation perd en souplesse. Le temps se raréfie. L'attention aussi. Ce qui, au début, semblait être une contrainte passagère devient une structure permanente. L'agenda décide. L'urgence commande. L'affect s'adapte. Ou se tait. Michel Larocque observe ce glissement avec lucidité.
Elle ne le dramatise pas. Elle le comprend. Elle sait que ce monde fonctionne ainsi. Mais comprendre n'empêche pas de ressentir. Et ressentir, dans ce contexte, devient une affaire solitaire. Car il n'y a personne à qui se confier sans transformer l'intime en information. Peu à peu, la distance se double d'une autre forme d'éloignement. Plus subtile. Plus douloureuse. Celle d'une présence qui ne se rend plus disponible. Les moments partagés deviennent fonctionnels. Chronométrés. Toujours interrompus. La conversation n'est plus un espace, mais un interstice. Il n'y a pas de reproche. Pas de dispute. Ce serait trop visible. Trop humain. La tension se loge ailleurs. Dans la sensation de n'être plus prioritaire. De passer après les dossiers, les réunions, les enjeux que l'on ne nomme jamais. Michel ne demande pas à être mise en avant. Elle ne réclame pas de reconnaissance publique. Elle voudrait simplement exister sans condition. Mais le pouvoir ne fonctionne pas à l'égalité. Il hiérarchise tout, y compris les liens. Sans cruauté. Sans intention malveillante. Par simple logique. Et dans cette logique, ce qui n'est pas utile devient secondaire. Ce qui est secondaire finit par s'effacer. La solitude de Michel ne vient pas d'un abandon brutal. Elle vient d'une absence répétée. D'un espace qui se vide sans être officiellement fermé. Elle continue de travailler. De créer. De rire sur scène. Le public ne perçoit rien. C'est précisément ce qui rend la situation supportable à l'extérieur et si lourde à l'intérieur. Dans ce type de relation, on apprend à réduire ses attentes. À ajuster ses émotions. À se convaincre que le silence est un passage, pas une fin. On se dit que demain sera différent. Que la pression retombera. Que le temps reviendra. Mais le temps, dans cet univers, n'est jamais restitué. Il est toujours absorbé par la suite. Il arrive aussi que le regard change. Pas de manière hostile. Mais distante. Comme si la relation devenait une partie du passé avant même d'être terminée. Michel perçoit ce déplacement. Elle comprend que quelque chose s'est figé. Que la place qu'elle occupait n'est plus la même. Qu'elle n'a pas été remplacée. Simplement déplacée hors du centre. Cette prise de conscience est silencieuse. Elle ne s'accompagne d'aucune explication. C'est un savoir intérieur. Une évidence froide. À partir de là, chaque geste prend une autre signification. Chaque attente devient un effort. Chaque absence, une confirmation. La fracture, à ce stade, n'est pas une rupture. C'est une usure. Une érosion lente de ce qui relie encore. Michel Larocque ne se bat pas contre ce mouvement. Elle ne tente pas de retenir. Elle comprend que l'amour, lorsqu'il doit constamment se plier à une logique extérieure, finit par perdre sa respiration. Elle choisit alors de se taire davantage. Non par soumission, mais par dignité. Parce qu'il y a des moments où parler ne ferait qu'exposer une vulnérabilité inutile. Elle protège ce qu'il reste. Elle se protège surtout elle-même. La solitude qui s'installe n'est pas vide. Elle est dense. Habitée de pensées, de souvenirs, de questions sans réponse. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est quotidienne. Et c'est souvent ainsi que les histoires se terminent quand le pouvoir est trop proche. Sans éclat. Sans scandale. Mais avec un silence qui, peu à peu, devient définitif. Le point de rupture n'est pas une scène. C'est une nuit ordinaire. Un moment sans témoin. Rien ne se brise visiblement, et pourtant tout cesse. Il n'y a pas de décision annoncée. Pas de mot définitif. Seulement une certitude qui s'impose, calme et irrévocable. Michel Larocque comprend que l'attente est devenue une position. Que aimer, ici, signifie patienter indéfiniment. Que sa place n'est plus un espace à habiter, mais une marge à accepter. Elle ne s'effondre pas. Elle ne réclame rien. Elle observe ce qu'elle ressent et reconnaît un seuil franchi. Celui au-delà duquel continuer serait se renier. Ce soir-là, l'air semble plus lourd. Les gestes sont mesurés. Les phrases courtes. Tout est dit sans être prononcé. La distance n'est plus une conséquence. Elle est devenue une structure. Et dans cette structure, il n'y a plus de place pour une présence entière. Seulement pour des fragments. Michel choisit alors de se retirer. Pas dans la colère. Pas dans le bruit. Elle se retire comme on ferme une porte intérieure. Avec lenteur. Avec précision. Elle sait que partir sans éclat est parfois la seule façon de rester intacte. Elle emporte avec elle ce qui ne se voit pas. Les souvenirs. Les silences partagés. Les moments suspendus. Elle laisse derrière ce qui appartient désormais à un autre monde. Il n'y a pas de communiqué. Pas de récit officiel. Le système continue de fonctionner. Les agendas se remplissent.
Les discours s'enchaînent. À l'extérieur, rien ne change. À l'intérieur, tout est déjà différent. Elle comprend que le pouvoir ne remarque pas toujours ce qui s'en va. Il est trop occupé à avancer. Cette séparation n'est pas une chute spectaculaire. C'est un retrait maîtrisé. Une sortie par le côté. Michel Larocque retourne à ce qu'elle connaît. Le travail. La création. Le silence choisi. Elle réapprend un rythme qui lui appartient. Elle retrouve une temporalité sans urgence imposée. Ce qui reste n'est pas amer. C'est une lucidité nouvelle. Elle sait désormais que certaines histoires ne peuvent exister que dans l'ombre, et que rester trop longtemps dans cette ombre finit par effacer les contours de soi. Elle ne regrette pas d'avoir aimé. Elle regretterait seulement de s'être perdue. À partir de ce moment, elle ne regarde plus en arrière. Non par indifférence, mais parce que comprendre a remplacé l'attente. Et que parfois, la véritable rupture n'est pas de partir, mais de cesser d'espérer. Pendant longtemps, Michel Larocque ne dit rien. Le silence n'est pas une stratégie. C'est une continuité. Une façon de rester fidèle à ce qu'elle a toujours été. Elle refuse les raccourcis. Elle évite les récits simplifiés. Elle sait que certaines vérités, lorsqu'elles sont livrées trop tôt, perdent leur justesse. Les années passent. Le contexte change. Le monde devient plus bruyant, plus avide de confessions. Elle observe sans se précipiter. Puis, un jour, sans annonce préalable, elle accepte de répondre. Le cadre est sobre. La voix posée. Les mots choisis. Elle ne raconte pas une histoire. Elle la confirme. Elle ne cherche ni réparation ni reconnaissance tardive. Elle nomme simplement ce qui a existé. Elle parle d'une relation réelle, située dans le temps. Elle parle d'un attachement discret, vécu en marge d'un univers qui ne laissait aucune place à l'improvisation. Elle évoque la retenue, l'effacement volontaire, la nécessité de protéger ce qui ne pouvait pas être exposé. Elle ne décrit pas l'autre. Elle se décrit elle-même dans cette relation. C'est là que réside la nuance. Il n'y a aucune accusation, aucun règlement de compte. Seulement une phrase qui réorganise le passé. Une phrase qui donne une cohérence nouvelle à des années de silence. Elle explique qu'aimer un homme de pouvoir, c'est souvent apprendre à disparaître sans bruit. Et que disparaître n'est pas toujours une faiblesse, mais parfois une condition de survie. La réaction est immédiate, mais mesurée. Les médias s'étonnent. Le public écoute. Beaucoup comprennent. Surtout celles et ceux qui ont connu des relations où l'intime devait se plier à des exigences extérieures. Ce n'est pas un scandale. C'est un déplacement du regard. Michel Larocque ne prolonge pas. Elle ne détaille pas. Elle ne répète pas. Elle laisse cette vérité exister, puis elle se retire à nouveau. Dire une fois suffit. Le reste appartient à ceux qui savent lire entre les lignes. Ce moment n'est pas une libération spectaculaire. C'est une mise au point tardive, mais nécessaire. Une façon de reprendre possession de son récit, sans le transformer en spectacle. Elle ne parle pas pour convaincre. Elle parle pour clore. Et dans cette parole mesurée, il y a quelque chose de plus fort que la confession. Il y a le choix du moment. Le refus de l'urgence. La maîtrise du temps. Comme si, enfin, la voix retrouvait le rythme qui lui convient. Après avoir parlé, Michel Larocque ne change pas de vie. Elle la poursuit. C'est précisément ce qui donne du poids à ses mots. Il n'y a pas de retour en arrière, pas de mise en scène de renaissance. Seulement une continuité plus légère, débarrassée de ce qui n'avait jamais été nommé. Elle vit désormais hors de tout centre de pouvoir. Elle travaille. Elle crée. Elle choisit ses projets avec la même exigence qu'autrefois, mais sans cette ombre silencieuse qui accompagnait chaque décision. Le temps lui appartient à nouveau. Un temps sans justification, sans urgence imposée, sans attente suspendue à l'agenda d'un autre. Ce qu'elle a repris n'est pas une place publique. C'est une souveraineté intime. Le droit de dire quand elle le souhaite. Le droit de se taire aussi. Elle n'a pas parlé pour se libérer d'un homme. Elle a parlé pour se libérer d'un silence qui ne lui appartenait plus. Dans cette trajectoire, il n'y a ni vainqueur ni coupable. Seulement une leçon discrète. Le pouvoir peut imposer ses règles, ses rythmes, ses effacements. Mais il ne décide pas du moment où une femme choisit de reprendre son récit. Michel Larocque n'a jamais cherché à être une figure politique. Elle est devenue, sans l'avoir voulu, un symbole plus subtil. Celui d'une femme qui comprend que la véritable force ne réside pas dans la proximité du pouvoir, mais dans la capacité à s'en éloigner sans se perdre. Et parfois, dire la vérité très tard n'est pas un retard. C'est un choix.